Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 368e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies d'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 368e édition, nous avons retenu pour thème État financier et la construction de l'économie. Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le plaisir et le privilège d'accueillir un serviteur de la profession, professeur de son État, analyste financier, un ancien président de l'OCPA. Je veux citer le professeur Édouard Clément, à qui nous disons bienvenue chez vous, professeur Clément. Merci. Merci, chers confrères. Merci de m'accueillir à cette émission qui va parler des états financiers et de la construction de l'économie. Mais avant de commencer, j'aimerais saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télé-Guinée qui nous regardent ce soir. Merci. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre organise des cours de formation pour ses membres et adressés au grand public. L'Ordre reçoit aussi des inscriptions locales pour ceux qui veulent intégrer la corporation. Les inscriptions sont reçues du lundi au vendredi de 9h à 4h PM. L'Ordre a un événement mensuel dénommé Jeudi mensuel. Donc chaque dernier jeudi du mois, l'Ordre organise à l'Hôtel Montana des conférences ouvertes au grand public et aux membres de la corporation. Nous rappelons que la participation à ces conférences donne droit au nombre d'heures obligatoires en termes de formation continue. À chaque émission, nous vous apportons aussi quelques éléments d'information. Donc, aujourd'hui particulièrement, nous rappelons que, toutes les institutions financières, légalement, doivent recevoir de leurs clients ou de ceux qui voudraient avoir obtenir un prêt, la loi fait obligation à ces institutions financières de ne recevoir que des rapports financiers scellés par la Direction générale des impôts. Et la loi prévoit une amende en cas de violation. L'émission du jour a pour thème État financier et la construction de l'économie. Un thème qui paraît assez pointu, mais qui a d'importance pour le grand public, pour les hommes d'affaires, les étudiants, les chercheurs. Parler d'état financier, c'est parler d'abord de type de service que l'expert comptable doit rendre au public. C'est parler aussi de l'information financière. Donc, l'information financière concerne le commun des mortels, les décideurs, les emprunteurs à quelque
titre qu'il se trouve dans l'environnement économique. Donc, nous avons fait le bon choix à travers le confrère Clément. Professeur Clément, veuillez d'abord vous présenter au grand public. Merci. On me connaît surtout comme analyste financier et j'ai été pendant les 6 dernières années président de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Aujourd'hui, je dirige une firme de consultation connue sous le nom de ProConsult et qui réunit un groupe de professionnels, que ce soit de la comptabilité et de la finance, et du renforcement institutionnel. Et j'offre mes services à tous les niveaux, que ce soit à des organismes nationaux ou internationaux. Je donne aussi des séminaires dans ces différents domaines. Merci. Professeur Clément, pour le commun des mortels, le grand public, on parle de bilan. Où est le bilan? Il n'y a pas de bilan. À partir du moment où il y a présomption de perte, où il y a, je dirais, présomption effectivement de perte, de mauvaise gestion, on dit il faut recourir au rapport financier audité. Donc alors, veuillez clarifier pour le grand public ce que représentent les rapports financiers en tant que tels, leurs objectifs, leur contenu, de façon à ce que le commun des mortels qui nous regarde puisse bien comprendre ce que représente ce jeu de documents indispensable pour tous. OK. Avant de débuter tout ceci, j'aimerais placer les états financiers dans leur contexte au niveau de l'économie ou encore du rôle primordial que jouent les états financiers dans la construction de l'économie. Mais au départ, j'avais dit que c'est un sujet important et en même temps sensible. Sensible parce que ces états financiers sont produits par des confrères comme nous qui trop souvent font partie du problème au lieu de faire partie de la solution. Mais ça, c'est un autre débat. Nous disons donc qu'aujourd'hui, Haïti a une économie qu'on pourrait dire coincée. Coincée en amont avec la contrebande, en aval avec la fraude fiscale, et tout au bout de la chaîne, nous avons une certaine spéculation monétaire. Mais au centre de tout ceci, nous avons l'information financière diffusée, comme j'ai dit, par les experts comptables. Et quelle est de fait la qualité que devait avoir ou encore que doit jouer l'information financière pour qu'elle participe à la construction de l'économie. Mais là encore, on va essayer de parler d'information financière à travers ce que le grand public connaît comme étant le bilan. Mais nous autres, en tant que professionnels des chiffres, lorsque nous disons bilan, c'est un des états financiers qui est exigible. L'autre état financier, c'est l'état des résultats. Ensuite, on a l'état d'évolution de la situation financière, on a l'état de l'avoir, et pour compléter tout ça, pour l'utilisation des non comptables, on a les notes. Comme le confrère Payan vient de me le demander, quelle est la véritable information à laquelle on doit s'attendre à travers ces différents états. D'abord le bilan. Le bilan nous renseigne sur la structure de l'entreprise, à savoir qu'est-ce que l'entreprise possède, qu'est-ce qu'elle a comme dette et en fait qu'est-ce qu'elle a comme capital. C'est une présentation rapide
de ce que devrait dire le bilan, devrait traduire le bilan. Mais à part ça, nous avons les états de résultats qui nous disent, voilà, on a vendu, et compte tenu de ce que nous avons vendu, nous avons dépensé pour pouvoir vendre, et nous avons d'autres dépenses appelées dépenses administratives et ensuite dépenses, les frais financiers, tout ça, et nous avons réalisé un profit. Mais généralement, on parle de perte. Ça, on parlera de ça après. Et ensuite, on a l'état de l'évolution de la situation financière qui fait voir ce que l'entreprise a rentré en fait et, disons, le jeu de cash flow. Et l'état de l'avoir qui dit, voilà, l'entreprise avait tant comme capital au début et compte tenu de ce qu'elle a gagné au cours de la période, le capital est passé à une valeur Y. Mais pour pouvoir comprendre tout ça, le propriétaire ou encore l'investisseur ou le grand public a besoin de notes. Et l'expert comptable doit expliquer certaines manipulations ou encore certaines choses qu'il a dû faire pour pouvoir aboutir à ces chiffres. Voilà ce que, en fait, devrait traduire les états financiers dans une situation, si on peut dire, idéale. Donc, les états financiers, comprenant le bilan, pour vous répéter, les états des résultats, l'état des flux de trésorerie, l'état de l'avoir, ou de variation des capitaux propres, eh bien, ce jeu, après, complété par des notes explicatives, des conventions explicatives, eh bien, permet aux utilisateurs de se renseigner sur les activités de l'entreprise, de l'institution en question. C'est bien le cas. Exactement. Professeur Clément, ça veut dire que les rapports financiers rentrent, je dirais, dans les mécanismes de mise, de reddition de comptes. Pourquoi pas? Ça veut dire que à la fin d'une période, généralement 12 mois, eh bien, l'administration de l'entreprise rend compte de sa gestion. C'est bien le cas. C'est bien le cas parce que l'entreprise, en fait, a une portée financière, économique, mais aussi a une portée sociale. Et l'entreprise doit rendre compte, que ce soit à ses actionnaires, que ce soit à l'État, pour dire, voilà, j'avais un certain patrimoine à un temps X, j'ai exploité ce patrimoine et j'ai produit ou encore j'ai créé des richesses et de cette richesse-là, et je suis prêt à payer des impôts, les impôts y relatifs. Voilà exactement ce que devraient dire les états financiers appelés bilan que nous connaissons. Okay. Mais quelles seraient alors les caractéristiques de ces informations financières? Ces informations financières doivent justement traduire la réalité de l'entreprise, doivent être réelles, et doivent être aussi transparentes et aussi doivent pouvoir être comprises. L'information financière diffusée à travers ces différents états financiers doit pouvoir être comprise par, en principe, tous les acteurs économiques. Il ne doit pas y avoir de code et secret dans les états financiers. Et ces états financiers, encore une fois, doivent être transparents, pertinents. Ça veut dire que ça doit traduire la réalité de l'entreprise à une date bien déterminée et ça doit traduire la réalité de l'entreprise. Si l'entreprise réalise un profit de X, ça devrait traduire la réalité de l'entreprise à ce moment-là. Et pour que l'état financier, disons, joue son rôle de construction dans l'économie. Donc, c'est une information qui est pertinente,
Ouais. qui est transparente, qui est comparable, qui est vérifiable aussi. Justement vérifiable. C'est bien. Mais, professeur Clément, ces différents utilisateurs n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. Les intérêts du créancier ne sont pas ceux du dirigeant. Mais comment concilier à travers le même jeu financier les intérêts de tous ces utilisateurs-là? Comment concilier, et ça vous employez un très gros terme, justement, ce ne sont pas des intérêts conciliables. Le contribuable ou encore l'entreprise a ses intérêts et, disons, comprend mal très souvent ses intérêts. Et l'entreprise pense trop souvent qu'il doit y avoir un certain évitement pour ne pas payer trop d'impôts. Mais d'évitement en évitement, d'optimisation en optimisation, on arrive à la fraude. Et c'est ce qui fait mal. Parce que il ne faut pas confondre l'évitement et l'optimisation fiscale qui permettent de passer à travers certaines faiblesses des textes fiscaux. Ça, c'est normal et c'est légal. Mais lorsque on abuse, on est carrément dans la fraude fiscale. Et lorsque on produit des états financiers biaisés ou encore artistiques, si on peut utiliser ce terme, l'État ou le trésor public est privé des ressources qui lui sont nécessaires pour rendre des services. Et à partir de ce moment, il y a quelque part où l'économie est coincée à cause justement de ce biais qu'il y a dans les états financiers. Et ce biais n'est dans ce jeu, on pourrait dire dans ce jeu de coquin, tout le monde perd. Tout le monde perd. Pourquoi? Parce que l'entreprise perd, parce que il y a, comme on le sait, des états financiers qui sont produits pour le fisc. Je ne révèle aucun gros secret, j'espère. Un autre jeu pour la banque, mais personne n'est dupe. Et le propriétaire d'entreprise se rabat sur son carnet de banque, sur ce compte de banque, et pense à tort que son compte de banque peut lui révéler valablement l'état de son entreprise. Et c'est là que l'entreprise perd le contrôle de ses données. Et en perdant le contrôle de ces données, l'entreprise peut se lancer dans des investissements qui ne sont pas, qu'elle ne peut pas rentabiliser. La banque, n'ayant pas confiance dans ses états financiers, qu'elle sait qui sont biaisés, augmente le taux d'intérêt à cause du risque perçu. L'entreprise se retrouve à payer des intérêts élevés parce que, de fait, cette entreprise-là est perçue comme étant risquée par la banque. Le public aussi perd parce que, avec tous ces va-et-vient, il y a une distorsion dans l'économie et le public ne peut pas se retrouver à travers le taux de change, par exemple. Parce que le taux de change qui est un résultat justement de ce lien, qui est un résultat de ce lien qui n'est pas fait entre les entrées fiscales prévues et les sorties. Donc, le public souffre de ça. Donc, tout le monde perd peut perdre à cause justement de ces états financiers qui sont biaisés. Très bien. Là, vous avez sur un problème assez important, à savoir les méfaits ou les conséquences désastreuses de la comptabilité artistique. Justement. Alors, c'est une comptabilité qui est faite pour tromper,
une information qui est, au départ, adressée à un utilisateur. Donc, vous avez bien dit, l'entreprise qui fait ce choix ne dessert pas ses intérêts. Justement. Donc, alors, quelle serait, je dirais, la motivation derrière tout ça, puisque les états financiers sont, je dirais, la résultante de la réalité de l'entreprise, et ça permet vraiment de voir la performance et de bien déterminer ce que représente l'entreprise à une date donnée. Donc, c'est quelque chose qui serait, normalement, pour me répéter, qui serait contraire aux intérêts même de l'entreprise. Et justement, l'entreprise ne sait pas ce qu'elle perd en diffusant ces états financiers qui ne sont pas réels. Parce qu'il y a aussi l'habitude de cette production d'états financiers biaisés. Et l'entreprise en général se dit, bon, voilà, je vais soustraire une partie à l'État, une partie des impôts que je devais payer, mais étant donné que l'État est faible, on ne pourra pas m'attraper. Et à partir de ce moment, ce contribuable, cette entreprise qui pense très souvent à tort qu'on ne peut pas l'attraper, s'installe dans cette situation de production d'états financiers biaisés. Mais finalement, que va-t-il se produire si le fisc fait son travail et découvre cette situation, je dirais, qui soit défavorable aux décisions publiques? Est-ce qu'il n'y a pas un risque trop élevé? Et risque financier, risque également de limiter l'accès au crédit. Justement, mais le risque de limitation de l'accès au crédit est déjà là. Parce que la banque n'est pas dupe. La banque sait que les états financiers produits à la DGI ne sont pas, la plupart du temps, les états financiers réels. Et elle demande très souvent le jeu d'états financiers dits réels. Mais entre les deux, il y a généralement beaucoup d'écarts. Et la banque, pour se protéger, non seulement augmente le taux d'intérêt par rapport au risque perçu, mais demande beaucoup de garanties avant d'accorder le prêt. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas la banque qui perd, c'est l'entreprise. Et l'État est privé de ressources. Et lorsque l'État est privé de ressources à ce niveau, il y a un problème au niveau du budget. Et lorsque l'État n'arrive pas à rentrer assez d'argent pour faire face à ces dépenses, il y a déficit budgétaire, et ce déficit doit être couvert par émission de monnaie, et lorsqu'il y a émission de monnaie, la monnaie nationale plonge. C'est classique, tout ça. Donc, c'est un jeu, pratiquement, qui... Et ça ne rend service à personne. Personne. Ça ne rend service à personne. Mais alors, dans tout ceci, professeur Clément, il y a des responsabilités, il y a intervention de différents opérateurs, il y a quand même la société en général qui perd. Donc, est-ce que les experts comptables n'ont pas une responsabilité dans ça? Et les experts comptables ont une très grande responsabilité dans ce jeu. D'abord, ne pas se faire complice d'une manière ou d'une autre de ces actes-là. Et évidemment, il y a l'ordre. L'ordre a des règles très strictes. Si on se fait prendre, il y a exclusion et pratique automatique. Toi, tu es un ancien président de l'ordre, moi aussi. On connaît tout ça. Et
mais très souvent le mal est déjà fait. Il faut sortir, il faut que nos confrères respectent un petit peu plus les règles d'éthique. Et l'ordre a cette responsabilité-là, et de veiller à ce que les normes soient respectées. Ça, c'est ce que l'ordre peut faire. Parfait. Alors, mais il y a aussi, au niveau de l'État, une politique fiscale à établir pour qu'il y ait un petit peu plus d'ordre dans tout ça. Professeur Clément, là nous parlons d'informations financières, nous parlons de rapports financiers, nous parlons de leur qualité. Nous parlons aussi de la responsabilité des différents opérateurs, acteurs. Donc, vu l'importance du sujet, on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 368e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, Okpa Magazine. Émission qui a pour thème État financier et construction de l'économie. Notre invité, le professeur Édouard Clément. Au cours de la première partie de l'émission, le professeur Clément vous a expliqué le contenu des rapports financiers. Les rapports sont constitués d'un bilan, d'un état des résultats, d'un état des flux de trésorerie, état de la voie des actionnaires, ou du propriétaire, ou des propriétaires, dépendant du statut juridique de l'entreprise. Donc, les rapports financiers ne concernent pas seulement l'entreprise privée. Les rapports financiers concernent toute institution, qu'elle soit publique ou privée, qu'elle soit à but lucratif ou à but non lucratif. Et, en fin de compte, l'information est destinée à renseigner le grand public sur le fonctionnement, sur la performance de l'entreprise, sur la situation financière de l'entité ou de l'institution. Donc, nous parlons de domaines qui intéressent le grand public, puisque le grand public se retrouve soit comme créancier, comme consommateur, comme investisseur, comme assureur, comme fournisseur, comme syndicat, etc. Donc, l'entreprise intéresse tous les agents économiques. Donc, professeur Clément, avant la pause, vous avez mentionné les caractéristiques de l'information financière et comment la pratique de la comptabilité artistique nuit à l'économie. Donc, professeur Clément, est-ce que l'État et les institutions privées, socio-professionnelles, les organisations socio-professionnelles ne pourraient pas jouer un rôle pour faire comprendre à tous, aux opérateurs, aux agents économiques en général, je dirais, l'intérêt ou l'avantage à avoir une information financière fiable, comparable et réelle, comme vous avez mentionné dans votre intervention. Oui, merci. Effectivement, dans la première partie de mon intervention, j'avais mis l'emphase sur l'impact négatif d'une information financière biaisée et pourquoi justement cette information qui est au cœur de l'économie coinçait tous les rouages de l'économie.
Cependant, si la situation est préoccupante, elle n'est pas désespérée. Il y a certainement quelque chose à faire. Et je ne peux pas dire qu'il y a des délais. Il n'y a pas beaucoup de délais parce que nous devons réagir. Tous les acteurs économiques, tous les acteurs sociaux, professionnels doivent naturellement se réunir pour prendre des dispositions qu'il faut. D'abord, il faut une réunion de... Par exemple, on pourrait avoir une réunion de l'OCPA, qui est l'organe régulateur, avec les différentes chambres de commerce et d'industrie pour vendre la profession et pour faire comprendre qu'il y a aujourd'hui une autre dynamique, une autre lecture de la science comptable pour dire que les comptables, c'est les alliés et que l'information financière doit être diffusée pour dire, ou encore pour transmettre la réalité de l'entreprise, parce que l'entreprise a aujourd'hui besoin de financement et lorsque l'information financière diffusée est perçue comme étant non fiable, qu'il s'agisse de la banque ou d'autres investisseurs, exigent un taux d'intérêt élevé. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas valablement prétendre avoir une bourse des valeurs. Parce que qui est-ce qui va acheter des titres d'une entreprise? Personne. L'entreprise ne peut pas trouver preneur sur le marché, même si on avait une bourse, parce que l'investisseur, celui qui a un certain capital, n'a pas confiance dans les états financiers, disons, dans les bilans de l'entreprise. Il faut créer ce capital confiance de toute façon pour qu'on puisse avoir auprès de la banque des taux d'intérêt beaucoup moins prohibitifs et avoir certainement une bourse de valeur où des gens peuvent acheter des titres participatifs. Mais pour cela, il faut une étape. L'étape, c'est que au niveau de la Banque centrale, on pourrait créer, je l'ai souvent dit, une centrale de bilan où les entreprises pourraient acheminer leur bilan et la Banque centrale pourrait analyser ces bilans et coter les entreprises selon le rythme des profits. Voilà ce qu'on peut avoir comme proposition pour soutenir la politique fiscale de l'entreprise. Très bien. Alors, le thème de l'émission, c'est État financier et construction de l'économie. Donc, la question que j'ai pour M. Clément, comment un jeu d'État financier provenant d'une entité peut-il contribuer à enrichir ou à informer l'économie en général? Oui, mais si les états financiers traduisent une certaine réalité et que le public apprenne et que le public commence à prendre et commence à avoir confiance dans les états financiers, ce public-là pourrait participer au financement de l'entreprise et par le biais des actions qu'il serait prêt, dans ce cas, à acheter. Donc, l'entreprise ne serait pas à court de financement et l'entreprise pourrait, alors je parle de sociétés anonymes, je parle de vraies sociétés anonymes, ces sociétés anonymes pourraient aller capter l'épargne du public pour financer leurs activités. Et à partir de ce moment, on pourrait avoir des entreprises qui disposeront de beaucoup plus de capital pour
faire beaucoup, pour avoir des produits ou mieux un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé et à partir de ce moment, créer beaucoup plus de richesses que l'on a maintenant. Parce que si on continue comme ça, les entreprises deviennent de plus en plus petites ou mieux se convertissent en entreprises informelles. Alors, les entreprises se convertissent en entreprises informelles. L'État n'a pas de ressources et la goutte s'en ressentit. Si la goutte s'en ressentit, nous avons une bataille entre tous les acteurs et personne ne se retrouve. Personne n'est gagnant dans ce jeu-là. Il est temps de s'arrêter. Donc, en termes clairs, les formations financières produites par l'entreprise servent d'intrant. Servent d'intrant. C'est un intrant incontournable. Et cet intrant, et l'expert comptable se trouve justement au centre de l'économie. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est l'expert comptable qui produit l'information financière et cette information financière est au centre de l'économie. On ne le dit pas assez. Donc, en termes, professeur Clément, l'État pourrait jouer un rôle pour aussi aider à la formalisation de l'économie, rien qu'en encourageant les opérateurs à produire des informations financières. Par exemple, l'incendie qui a eu au marché de la Croix des Boussales, on a fait état de 542 opérateurs. Et on a même parlé de certains opérateurs victimes ont fait état de chiffres d'affaires importants, fait état d'importations importantes. Donc maintenant, quelque part, alors que la loi fait obligation à tous ceux qui ont un chiffre d'affaires égal ou un actif égal ou supérieur à 2 500 000 goudes, d'avoir des rapports financiers. Donc, ne faudrait-il pas accompagner les opérateurs pour la formalisation de l'économie? C'est vrai, mais venez d'évoquer quelque chose, un problème, et ce problème-là renvoie à l'idée qui est-ce que qui doit être là avant, la poule ou l'œuf. Parce que l'État n'a pas, en principe, aujourd'hui, les moyens d'avoir les ressources qu'il faut pour faire ce travail. Et pour que, justement, parce que l'État ne collecte pas assez d'impôts pour avoir le personnel qu'il faut. D'ailleurs, je crois que c'est au cours de cette semaine, l'OMRH, à travers l'OMRH, il y a eu une conférence qui a dit que l'État n'a pas assez de ressources en personnel pour faire le travail qu'il lui faut faire. Donc, mais pour que l'État augmente son personnel, il faut que l'État puisse capter des ressources du secteur privé. Donc, qui est-ce qui doit commencer avant? Et tous les acteurs doivent se mettre ensemble pour qu'on démarre l'économie. Et moi, par exemple, tu viens de prendre l'exemple de l'incendie de la Croix des Boussales ou bien de l'incendie du marché en fer. Oui, mais l'État n'est même pas en mesure de dénombrer le nombre de marchands et marchandes qui avaient, voire connaître leurs actifs ou leur capital. Donc là, c'est pas évident. C'est pas évident qu'on doit commencer par là. L'État doit avoir les ressources financières avant de pouvoir engager du personnel capable de faire le travail. Donc, si l'État n'est pas alimenté en ressources financières, l'État ne peut pas engager du personnel pour faire le travail qu'il faut. Le travail de contrôle ne peut pas être fait si l'État ne peut pas engager. D'ailleurs, c'est connu que dans le secteur public, les salaires sont très faibles, sinon trop faibles. C'est connu. Donc, il y a quelque part un problème d'alimentation, disons, d'entrée de fonds de l'État. Il y a un problème quelque part. Alors, ceci est une partie du problème. Une partie du problème. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas commencer
avec la sensibilisation, puisque on parle de formation financière, on parle d'opérateurs qui ont un poids dans l'économie. Donc on veut que ces opérateurs prennent conscience de leur poids et aussi de l'importance de la production d'informations financières fiables. Donc il y a la sensibilisation d'abord, pour en principe qu'on puisse connaître où se trouvent ses intérêts et prendre les décisions qui s'imposent. Nous sommes là d'abord. Oui, il faut commencer avec les chambres de commerce et d'industrie. Donc, il faut commencer par là, sensibiliser les acteurs économiques pour leur dire, bon, voilà, la production d'états financiers fiables est trop importante pour l'économie pour que vous continuiez comme ça. D'ailleurs, les acteurs eux-mêmes le savent qu'il n'y a pas moyen de continuer comme ça. Donc, il faut que les états financiers produits par ces entreprises-là reflètent la réalité des entreprises. Et ces états financiers sont malheureusement utilisés par l'État pour capter les taxes et par les banques pour financer. Donc, si on n'a pas de bonnes informations financières, garbage in, garbage out. On ne peut pas avoir de résultats comme ça. C'est l'information financière qui est l'intrant incontournable. Et on doit travailler sur la qualité de l'information financière. Et travailler sur la qualité de l'information financière signifie exactement sensibiliser les acteurs qui produisent ces états financiers à faire un meilleur travail. Donc, M. Clément, là nous parlons de formation financière, nous parlons de la responsabilité des experts comptables. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité de réformer la profession? Justement, ça nous ramène 10 ans en arrière exactement, parce qu'il y a, j'y reviens encore, il y a le fameux rapport WOSC qui a révélé beaucoup de faiblesses au niveau de l'exercice de la profession. Et il y a des conclusions qui ont été tirées, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des démarches qui ont été entreprises et il y a des actions qui sont en cours. Ces actions qui sont en cours, c'est justement la refonte de la loi qui régit la profession. Et c'est encore je ne dis pas dans l'impasse, c'est encore en processus, mais si nous ne réformons pas la profession, au niveau de la profession elle-même, nous allons continuer avec les problèmes, parce que les problèmes sont déjà là. Et ce n'est pas la loi qui va résoudre les problèmes, la loi va fixer les positions et va dire exactement, voilà à quoi on devrait s'attendre du point de vue pénal, voilà la responsabilité pénale de l'expert comptable, voilà sa responsabilité civile, donc va fixer les limites du professionnel dans l'exercice de sa profession. Donc, professeur Clément, veut dire l'ordre des comptables est à la fois partie du problème et de la solution. Et devrait faire partie de la solution au lieu d'être partie du problème. Professeur Clément, qu'est-ce que vous diriez alors en tant que comme analyste financier, puisque quelque part, lorsqu'on prend un juge financier, quels seraient les éléments essentiels pour déterminer est-ce que le bilan est vrai ou faux en tant qu'analyste? En tant qu'analyste, là tu fais appel à un autre chapeau. Par habitude, je peux voir et à partir d'un jeu d'état financier étalé sur un certain nombre d'années, que je suis en face d'une information financière biaisée ou encore je suis en train de me faire conter des histoires. Je peux le voir. Il y a, parce que les chiffres ont une cadence. Et lorsque cette cadence n'est pas observée, tu peux voir le problème. Mais ça, c'est la profession. Oui, mais sans vouloir vendre la recette au grand public. Et il n'y a pas de recette. Il y a quelques formule. Années d'études et beaucoup d'années d'expérience. Ça, c'est
un autre débat. Un autre débat. Un autre débat. Professeur La Clément, prochaine fois, tu inviteras l'analyste financier et je pourrai donner quelques codes. quelques pistes Oui, quelques pistes d'analyse. d'analyste. Ouais. Très bien. Professeur Clément, maintenant, nous allons parler de l'ordre des comptables, nous allons parler de politique fiscale, on va parler de sensibilisation des opérateurs, mais en termes, je dirais, en termes concrets, par où commencer? Par où commencer? Je pense qu'il faut réunir rapidement et très sérieusement l'ordre des comptables et les chambres de commerce réunies. Il faut faire cette réunion au sommet pour que l'on se parle, pour que l'on parle de l'information financière, ce qu'elle doit être. Parce que si on n'arrive pas à cette diffusion d'états financiers vrais, réels, on n'ira nulle part. Voilà ce que moi, je dis. Donc je sens l'inquiétude de votre voix. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Il y a plus que ça. Il y a mieux que ça. Il y a une crainte de ne pas voir le bout du tunnel. Et c'est vrai, je suis très inquiet et en même temps très triste. Mais par principe, je suis optimiste parce que je sais que si on prend la décision de réunir ces gens et que ces acteurs économiques prennent aussi la décision d'aller, disons, avec leur réalité, nous pouvons aboutir quelque part. Parce qu'il y a d'autres acteurs au niveau politique qui font de leur mieux. Mais au niveau économique, il faut que les acteurs économiques jouent aussi leur rôle. Très bien. Professeur Clément, puisque nous parlons de l'état financier et constitution de l'économie, donc nous parlons aussi de la réforme de l'information financière. Nous parlons aussi de la réforme de l'État, puisque l'État est aussi un producteur d'informations financières. Donc, est-ce que, quelque part, il n'y a pas, je dirais, une obligation de se pencher sur la réforme de l'information financière? Pour vous répéter, nous sommes tous victimes. Nous sommes tous victimes et si nous n'allons pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Et je n'utiliserai pas le terme faillite, mais nous sommes dans une situation où nous sommes coincés mais pas bloqués. Il y a moyen de s'en sortir. Nous sommes coincés, c'est vrai, mais nous ne sommes pas bloqués. Et il y a moyen de s'en sortir et je ne dis pas que c'est facile, mais il faut prendre la décision de dire la vérité, d'être transparent. Si on n'est pas transparent, alors on peut avoir l'illusion qu'on a trompé X et ça va se retourner contre l'entreprise. Alors, il faut dire une chose aussi, c'est que on parle de fonction financière, on parle d'éléments permettant de rendre compte aux actionnaires. Est-ce qu'on peut écarter aussi la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise? Et ça, c'est... Il faut souhaiter que, en sensibilisant l'entreprise sur... Parce que l'information pénale est déjà là. Mais l'information pénale... Non, la responsabilité pénale. La responsabilité pénale est en principe déjà là, mais ça n'a pas d'effet parce que l'entreprise se dit je pourrais toujours passer à travers les filets, je pourrais faire jouer des influences, je pourrais me faire oublier parce que d'ailleurs l'État n'a pas les moyens de me voir. Tout le monde pense que l'État n'a pas les moyens de détecter à temps
les problèmes et si il y a une certaine détection et le chef d'entreprise peut faire jouer certaines influences pour s'en sortir. Ça, c'est ce qu'on a. Mais ça ne donne pas de résultat. On est en train de faire marche arrière. Donc, puisqu'on parle d'état financier et construction de l'économie, on ne peut pas écarter aussi le volet éducation. Le volet éducation, parce que le volet éducation tient et est très, très, très important, parce que ça encore, c'est en amont. C'est en amont, et parce que nous avons des facultés qui se baptisent universités, qui donnent la formation en sciences comptables, mais là encore, il faut que l'État réagisse pour pour exiger un curriculum d'un certain niveau. Et là, c'est la responsabilité de l'État. Et l'OCPA vient après. Mais l'État doit exiger d'avoir auprès, disons, de ces facultés qu'elles aient un curriculum à jour. Parce que la formation qui est donnée dans ces différentes facultés n'est pas toujours de qualité. Nous avons des problèmes partout. Donc, professeur Clément, quels seraient alors vos conseils? D'abord aux confrères, ensuite aux dirigeants d'entreprise et pourquoi pas aux décideurs politiques particulièrement. Aux confrères d'abord, d'être un petit peu plus respectueux du serment qu'ils ont prêté au moment de rentrer à l'ordre. Aux acteurs politiques de comprendre que, aux acteurs économiques, excusez-moi, de comprendre que la production d'informations financières réelles est très importante pour leur survie. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. Bon, quant aux acteurs politiques, je pense qu'ils doivent créer l'ambiance pour que tout le monde puisse s'asseoir ensemble. Merci. Ainsi prend fin la 368e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, émission qui a eu pour thème État financier et construction de l'économie. Nous disons un grand merci au professeur Clément, sa disponibilité, et à vous, nous disons à bientôt.